pour passer à la seconde table ronde. Et je vais appeler donc Jean-Marc Rouet, le président de Brittany Ferries, Olivier Galzi, le directeur général d'EDIS, Ronan Sévette, le directeur général de l'Union de la manutention portuaire, Vincent Faugeot, président du groupe Piriou, et Alain Terpan, le directeur général de Bretagne Développement Innovation. Bienvenue, messieurs. Et on peut les applaudir eux aussi pour les encourager. Puisque c'est quand même l'heure de l'apéro et il faut encore tenir un petit peu. Voilà, donc je remets mon chrono et je félicite les intervenants à la première table ronde qui ont bien tenu leur timing et à peu près respecté ce qu'on s'était dit aussi. Donc c'est pas mal. Alors messieurs, la première table ronde, c'était un peu l'introduction de votre table ronde. Hein, on a parlé de chacun de vous, quasiment, peut-être pas encore complètement la manutention portuaire, mais c'était sous-jacent. Donc là, avec Ronan, on va pouvoir plonger dans ce sujet. Alors, on a commencé la première table ronde par parler de navires zéro émission. Quelque part, j'ai aussi envie de me tourner vers un armateur présent à cette table ronde, mais en disant quand même que dans cette table ronde, on va parler un petit peu plus des ports. On a parlé beaucoup navires, parce que les ports, la Getting to Zero Coalition, qui a lancé cette initiative-là en septembre 2019, dans le cadre du World Economic Forum avec le Global Maritime Forum au Danemark. C'est plus de 170 entreprises de rang mondial maintenant qui collaborent. Donc il y en a vraiment d'Europe, d'Amérique, d'Asie, etc. Eh bien, ils ont sorti une note qui estime la transition énergétique du maritime à 1900 milliards. Au début, ils avaient dit entre 1002 et 1004. Puis en janvier, ils se sont dit non, ça va être un petit peu plus. 1900 milliards de dollars à horizon 2050. Sachant que 85% à 89% de ces investissements seront réalisés dans les ports, en lien avec les territoires, notamment pour la production, le stockage et la distribution des énergies nouvelles qui vont être utiles donc non seulement aux armateurs qui font appel à ces énergies nouvelles, sachant qu'on l'a compris dans la première table ronde, l'hydrogène, ce n'est pas demain pour les gros navires, mais pour des petits segments, il y a déjà du GNL, il y a déjà du tout électrique pour des petits segments de flotte, etc. Et on se rend compte que dans les ports, en fait, ce sont des usages multiples. Navires, engins de manutention, les ports en eux-mêmes, les flottes de véhicules portuaires, et les territoires derrière qui ont besoin. On a parlé des bus, des camions, mais les trains aussi, les barges fluviales, etc. Donc, le port est au cœur de ça, mais quand on est armateur, qu'est-ce qu'on peut attendre donc d'un port qu'on entend parler, de ces investissements sur des infrastructures de production d'énergie, de ces navires zéro émission, de ces réglementations? Quelle est l'envie d'un armateur? Quelles sont les attentes d'un armateur? Jean-Marc. Bonjour à tous. D'abord, si tu me permets, Emmanuel-Marie, je vais déjà un peu compléter la table ronde précédente. Brittany Ferries vient, il y a quelques mois, de commander 2 navires pour remplacer 2 bateaux qui ont 32 ans pour l'un, 30 ans pour l'autre. Et aujourd'hui, je suis désolé de dire que, malgré tout ce que j'ai entendu, qui est assez intéressant pour l'avenir, nous n'avons eu la solution que d'énergie fossile accompagnée de batteries de stockage. Et les 2 ports qui le rejoindront, à l'époque où ces bateaux seront mis en service, ne seront pas équipés de capacité à nous fournir d'énergie électrique encore. Je dis ça parce que c'est la 2e fois en tant que président du groupe Brittany Ferries où je suis confronté à, en effet, un discours de dire les technologies sont là, les financements sont là, les accompagnements au financement sont là, à l'investissement sont là, mais en fait, la réponse de l'armateur, quand il les sollicite, c'est non. Non. La 2e fois, parce qu'en 2014, quand j'étais contraint, parce que la flotte Brittany Ferries traverse la Manche tous les jours, d'imaginer comment on devait avoir un schéma industriel d'investissement pour faire face à la norme MARPOL 2015, 1er janvier 2015, eh ben, j'avais en face de moi des chantiers, des équipementiers qui racontaient partout que les scrubbers, c'était la technologie qu'il fallait, et que les armateurs qui disaient que ça allait leur coûter trop cher, racontaient quelque part des carabistouls, maintenant c'est à la mode, et et donc il n'y avait aucun problème. Je viens de dire 2014. Les équipements ont été posés après, personne n'en a fait à l'avance, après 2015. Et aujourd'hui, les scrubbers, c'est une technologie qui est totalement décriée et sur laquelle
tout le monde dit il ne faut pas poser de scrubber sur les bateaux pour filtrer du fioul. Interdite en 2022. Voire interdite. La France vient donc de poser une réglementation dans les eaux de ces ports. Donc, je n'ai pas envie de dire qu'il ne faut pas faire ça. Il faut faire ça. Mais ceci étant, si on change la règle tous les 5 ans, je peux vous dire qu'il n'y aura pas dans le shipping de révolution énergétique. Ce qui va se passer, et tu l'as dit tout à l'heure, 83% de la flotte mondiale aujourd'hui serait estimée ne pouvant pas respecter les indices EEXI et CI. Si, ils vont le faire. Ils vont ralentir. Ils vont ralentir la vitesse et ils passeront les normes. Par contre, qu'est-ce qui va se passer ? Pour faire le même trajet avec un bateau, on va en mettre un bateau et demi. Autrement dit, on n'est pas arrivé au bout, parce que c'est vrai que, deuxième témoignage que je dis, et je le dis par rapport aux gens qui étaient à parler financement avec vous, donc monsieur Banque des Territoires, j'ai oublié votre prénom, Stéphane. Oui. Et, Stéphane Lafargue et Philippe Renaudin qui étaient là et qui est là. Eh bien, en tout cas, quand on a commandé ces 2 bateaux au mois de juillet, vous pensez bien que ça, c'est pas la commande ou le choix technologique et la discussion chantier avec l'armateur Stena ne s'est pas fait en l'espace de 8 jours, on y était depuis 6 mois. Eh bien, je peux vous dire que dans le cas de la situation de la crise, Brittany Ferries n'a pas été capable de financer les bateaux. Donc, ils sont pris en leasing. Parce que tous les banquiers, tous, même BPI, ont répondu « Non, on ne financera pas. Vous êtes dans une telle situation qu'on ne vous financera pas. » Donc, c'est le deuxième problème. 2023, c'est demain matin. 2030, c'est après-demain. Et aujourd'hui, on sort d'une crise majeure où certains secteurs d'activité, quelque part ceux qui sont les plus sensibles par rapport à l'acceptation sociétale de nos métiers, puisqu'on est tous les matins dans les ports, des fois on y reste toute la journée, eh bien, aujourd'hui, le transport du passager n'a pas d'accès au financement. Donc, c'est quand même 2 témoignages que je veux dire par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure, parce que c'est la réalité. Donc, nous n'avons qu'une technologie disponible, c'est les énergies fossiles, toujours. Et on peut accompagner avec des batteries. Et donc, l'objectif, c'est que, lorsqu'on sera au port de Saint-Malo, nous n'aurons plus d'émissions du tout, que ce soit carbone, mais ce n'est pas l'objectif, c'est carbone, c'est l'objectif, il est santé publique, c'est-à-dire plus de particules fines, ni plus de SOx, ni plus de NOx. Mais voilà. Alors, ensuite, la question. C'est vrai que on est tous inondés d'ambitions technologiques qui viennent voir les armateurs à se positionner. On fait partie de cette coalition, cluster maritime. Mais c'est assez difficile aujourd'hui parce que c'est vrai que ça coûte quand même plus cher. Alors, pas le gaz naturel liquéfié. Le gaz naturel liquéfié ou du fioul filtré, c'est à peu près le même prix. Donc, finalement, je dirais que cette technologie, elle est majeure. Par contre... Ceci dit, pardon, on disait qu'un navire GNL, c'est 20-30% plus cher qu'un navire de propulsion. Le premier. En fait, quand on construit un bateau, aujourd'hui, je ne connais pas vos schémas d'investissement, mais quand on construit un bateau tel que donc Galicia, Salamanca et Santonia, vous êtes à peu près sur une new technologie GNL à peu près 20% plus cher, mais ensuite vous allez gagner. En fait, c'est le projet ingénierie, c'est le bureau d'études qui coûte beaucoup plus cher que finalement le soudage de la tôle, fuel ou gaz, c'est la même chose. Après, vous avez potentiellement quelques équipements qui viennent en complément, qui augmente le prix, mais si on prend, je dirais, Santonia par rapport à un bateau fuel qui est le 3e de la série, il n'y a pas de différence de tarification. Par contre, sur l'ambition pour nous, il est clair, notre volonté, c'est que d'abord nous avons à répondre donc à cette MARPOL, c'est une ambition de santé publique. Donc le GNL répond totalement à cette norme qui était appliquée depuis 2015, nous concernant depuis 1er janvier 2020 pour toute la flotte mondiale. Donc très bien. Par contre, le deuxième étage de la fusée, c'est donc ce que j'ai entendu, c'est évidemment pour nous pouvoir, avec ces moteurs, accepter des énergies qui seront vertes. Et là, il y a un énorme enjeu. Pour moi, il y en a 2. C'est 1, est-ce que nous allons trouver des acteurs privés ou la force publique pour fabriquer ces nouveaux carburants, parce que ce ne sera sûrement pas le métier des armateurs, on ne sait pas faire, et on n'a pas les moyens, avec ce que je viens de dire, on n'a pas les moyens de s'y investir, premier point. Et deuxième point, et ça c'est quelque chose qui aujourd'hui devient extrêmement important, et ici tout près, on a la réponse, c'est l'acceptation sociétale d'usines de fabrication de nouveaux outils, souvent dans des ports, donc dans une ville, ou quasiment. Et quand je dis ça, vous voyez,
les éoliennes, tout le monde veut de l'énergie verte. Mais pas chez moi. Le champ de Saint-Brieuc, il est comment dire, existant sur la table depuis un certain temps. J'ai pas, moi, peut-être que Daniel pourrait nous en parler plus longuement, où sont les raisons un peu de blocage. Mais on voit très bien que c'est difficile. Même la méthanisation dans les exploitations agricoles, pour le coup, je connais bien, puisque c'est mon métier numéro 1, il y a aussi une difficulté d'acceptation. Donc, je pense que dans le futur, il faut imaginer en effet ces filières, quelque part, au bénéfice, et pas simplement à une industrie comme le transport maritime ou les ports, mais aussi à ce que le citoyen lambda, sur son électricité, sur sa consommation énergétique, il le voit. Il voit, c'est-à-dire faire venir des nouveaux talents en Bretagne, il faut quelque part qu'on ait un territoire qui ait ces valeurs-là, valeurs construites sur bas carbone, mais aussi pour le citoyen, pas simplement pour l'industrie, parce qu'à mon avis, autrement, on aura un problème. Et je finirai en disant que, attention, hein, même si aujourd'hui le champ éolien, comme il est à monter, il y a des oppositions physiques, n'oubliez pas, hein, ça a été signé, les accords sur les appels d'offres, en 2010. Et on commence à poser des éoliennes. 2010. Donc là aussi, comment on fait pour réduire ce temps dont vous aurez besoin dans les ports pour pouvoir installer? Alors, pour le coup, on a un exemple positif. Avec le Brexit, on a eu un travail d'urgence à mettre en place et on a posé des CIVEP dans les ports, donc des outils, des espaces, des bâtiments, sans passer par toute l'instruction administrative nécessaire et la possibilité de recours des citoyens. Donc, techniquement, on sait que ça marche. Mais là aussi, il faut une volonté politique, puisque quelque part, ça ne peut pas être l'acteur industriel. Mais en tout cas, il y a cette urgence à trouver des acteurs privés et publics pour lancer ces fabrications de nouveaux carburants. Nous, on saura les consommer. On l'a dit, ce n'est pas un problème de consommation. On sait le faire. Et deuxièmement, également, ce que je dis, moi, attention, parce que c'est l'acceptabilité sociale, sociétale, sur un territoire quand même, comme la Bretagne, qui est potentiellement entouré. Donc on pourrait avoir multiplicité d'équipements et pas forcément toujours accepté par le grand public. Et là, pour le coup, enfin, par les citoyens, et là, pour le coup, on ferait une grosse bêtise parce qu'on s'engageait dans des filières qui seraient peut-être condamnées à terme. Donc, moi, j'ai quand même beaucoup de questions et pas toujours forcément de réponses. Même si on s'engage quand même, puisque finalement, Brittany Ferries était le premier armateur à filtrer ces fumées, et aujourd'hui est le premier armateur du nord de l'Europe à s'engager de manière massive sur le gaz naturel liquéfié et les batteries. Merci Jean-Marc. Je vais retenir 3 premiers éléments. Le premier, en fait, dans ce que tu dis par rapport à la première table ronde, en fait, on entendait surtout à la première table ronde qu'il y avait du financement pour de l'innovation. Mais qu'il y avait des difficultés à monter des dossiers sur la partie industrialisation, déploiement, etc., ce que tu confirmes. L'autre point, c'est que ça veut dire que le besoin de l'armateur d'investir dans un navire à 30 ans avec des solutions viables, c'est aussi le besoin de l'énergéticien de savoir quels sont les volumes qu'il va devoir produire et de quelles énergies. Et ça, c'est une vraie question aussi qui est posée aujourd'hui. C'est si on installe un électrolyseur, on le fait pour combien de mégawattheures de consommés et par qui et à quelle échéance. Donc là, le sujet, donc ce qui revient aussi à l'acceptabilité sociale, avec 2 petites anecdotes qui me revenaient, mais quand on parlait de la transition de la flotte parisienne pour les bateaux, pour le fluvial, à Paris avec de l'hydrogène, très difficile de savoir où on allait mettre les réservoirs d'hydrogène liquide, parce qu'il y a aussi l'acceptabilité sociale, le risque, etc. Donc ça montre que la techno, elle peut être là, mais il y a ce problème social. Ou à Marseille aussi, certains industriels qui nous disaient qu'en étant revenus dans le port de Marseille, en fait, ils avaient des plaintes parce que ça fait du bruit, une industrie. Et donc, de temps en temps, on disait, non, mais l'industrie fait du bruit, ça commence tôt le matin, et parfois c'est aussi la nuit, le week-end, parce que quand un paquebot arrive dans la forme 10 et qu'il y a 3 semaines pour changer toutes les VMC, les moquettes, etc., c'est du flux tendu permanent et des camions, etc. Donc, il y a ce sujet d'acceptabilité. Et le troisième point, finalement, je vais me tourner vers Olivier, donc l'acteur portuaire. Donc, Jean-Marc disait disponibilité des carburants, l'enjeu de la supply chain énergétique. Donc il y a le GNL, mais là le sujet aussi c'est l'électricité, puisqu'on va vers une électrification massive des usages maritimes. Donc ça veut dire une capacité à fournir de l'énergie et de l'électricité. Donc quel est le point de vue d'EDIS là-dessus? Avec une petite question sous-jacente, l'intérêt aussi c'est qu'EDIS, venant aussi du monde aéroportuaire,
Nous, ce qu'on a aussi beaucoup aimé dans les premiers échanges avec EDIS au cluster, c'est se dire, en fait, le monde aéroportuaire a fait une transformation un petit peu en amont du maritime, notamment aussi sur les hubs verts qui sont au niveau aéroportuaire, et qu'on veut faire maintenant dans les ports, sur lequel reviendra très certainement Ronan également. Donc, quel est le point de vue d'EDIS sur l'accueil de navires verts demain, cette capacité à produire de l'énergie dans les ports, dans les territoires, et à fournir cette énergie à vos clients et usagers? Je vais répondre à la question. D'abord, un petit mot sur l'absence du président du groupe, Jean-Luc Schnabelen, qui était malheureusement souffrant hier, et donc il m'a demandé de venir le remplacer. Nous partageons de toute façon évidemment la même vision pour le groupe, ce qui va me permettre, j'espère, de répondre à votre question. Je partage bien entendu le constat et les enjeux soulevés par Jean-Luc. Je crois qu'il faut revenir. Moi, tout ce que j'entends depuis ce matin me fait dire, alors ça fait un petit bout de temps qu'on le pense, mais je crois qu'il est peut-être temps, parce qu'on est à la croisée des chemins, me fait dire que justement le port de Saint-Malo, dont nous sommes concessionnaires pour ceux qui se demandent pourquoi on est dans cette table ronde, devrait pouvoir jouer un rôle et doit pouvoir jouer un rôle. Le constat, il est simple, et là, pour le coup, je pense que je suis dans une assemblée de convaincus, donc je ne vais pas vous faire l'article. La mer est l'avenir de l'homme. Elle recèle probablement une grande partie des réponses à tous nos maux et à tous les enjeux qui sont développés aujourd'hui. Et elle sera, il ne faut pas se tromper, elle sera la grande révolution industrielle. On est sous le patronage de l'industrie, on parle bien d'industrie. Elle sera la grande prochaine révolution industrielle mondiale. Alors comment on fait pour ne pas rater, j'allais dire, cette vague qui est déjà là? Monsieur, tout à l'heure, disait il ne faut peut-être pas revenir à ce qui avait été fait pour le nucléaire, mais pourquoi pas? Si, vous avez raison, monsieur. Il y a eu une grande révolution industrielle, ça a été celle du nucléaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a créé un pôle d'excellence autour de Fessenheim, qui a essaimé. Ça a commencé avec ce premier réacteur, et ensuite, on est devenu une puissance mondiale du nucléaire. Il y a eu une autre révolution industrielle dans les décennies passées, celle des télécoms. L'État, visionnaire, a créé un pôle d'excellence, et d'ailleurs c'était en Bretagne, et cela a permis à la France et à tous les territoires de pouvoir surfer et profiter de cette révolution industrielle. Alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour celle qui arrive, la révolution de l'économie bleue? Eh bien peut-être que c'est la même réponse. Peut-être que ce qui nous manque, c'est un pôle d'excellence. J'entends que l'État s'est mobilisé avec des sommes importantes pour les ports, c'est vrai. Il ne s'agirait pas de saupoudrer. Il s'agirait peut-être à un moment donné de donner ce qui manque. On l'a dit, finalement, les technologies, elles sont là, les entrepreneurs, ils sont là. Certains disent l'argent est là, d'une certaine manière, on est prêt à financer, même si effectivement on voit bien quelques hiatus quand même entre le besoin à un moment donné d'investissement et la capacité de prêter de l'argent. Mais ce qui manque, à mon avis, c'est une maison commune. Et là, ce qu'il va falloir chercher, c'est un endroit dont l'histoire est reconnue internationalement, une marque de territoire, et là j'en viens à la question des territoires, c'est important, une marque de territoire, une marque maritime mondiale. Vous me voyez venir, évidemment, je pense que le port de Saint-Malo peut être demain ce centre, ce pôle d'excellence mondiale. On parle de souveraineté. Madame de Naval Group disait tout à l'heure, il faut chasser en meute. Tout ceci est vrai. Et pour chasser en meute, il faut chasser ensemble, il faut être ensemble, il ne faut pas être dispersé partout. Ici, on a une histoire, on a un ADN, on a des entrepreneurs, et autour de Saint-Malo, et dans la région Bretagne et le Grand Ouest en général. Je pense qu'il serait intéressant de réfléchir à ce que l'on peut faire, effectivement, avec ce port de Saint-Malo. Et il me paraît évident, je crois que même la pièce dans laquelle on est ici, c'est fou. Le port, la mer est une des plus belles villes de France. Les entrepreneurs sont là, les volontés sont là, les industriels sont là. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de créer ici cette maison commune qui serait le centre d'excellence français et donc international pour porter cette prochaine révolution industrielle? Voilà comment moi je vois l'avenir du port de Saint-Malo, ce qui permettrait de répondre en partie à toutes les questions qui ont été posées. Et puis ensuite, juste pour la deuxième sous-question que vous m'avez posée, oui, nous sommes pas seulement un gestionnaire de port, mais globalement, on s'appelle l'allié des territoires parce qu'on gère des infrastructures territoriales et que notre conviction, c'est que ces infrastructures, pour la plupart d'ailleurs avec un tissu industriel, donc c'est important, en tout cas un intérêt industriel, ce sont les industries et les entreprises des territoires qui utilisent ces infras, qu'il s'agisse d'aéroports, qu'il s'agisse de ports, qu'il s'agisse même d'ailleurs de trains et de ferroviaires demain. Nous considérons effectivement que ces infrastructures, qui sont très décriées aujourd'hui pour les raisons que vous avez citées, ont un avenir, ont un bel avenir et sont probablement même l'avenir des territoires. Et donc nous considérons que nous devons en faire des lieux qui rassemblent les énergies, justement pour éviter de diviser un industriel contre quelqu'un qui aura envie de faire de la culture sur un port. Monsieur Coef, vous avez raison, ça ne s'oppose pas, ça doit aller ensemble. Et c'est pour ça qu'un port comme à visage humain, j'allais dire, comme celui de Saint-Malo, qui a une vocation industrielle, mais qui a peut-être aussi une vocation entrepreneuriale et de phare sur le monde, aurait, à mon avis, ce rôle à jouer là. Voilà comment on voit les choses.
Oui, merci. En plus, on voit des voiliers. Oui, on peut applaudir. Hein. Un cri du cœur en faveur de l'industrie. Il y a quelques années, c'est quand même difficile. Parfois, maintenant, c'est de plus en plus fréquent. Donc, c'est important à souligner, surtout au cœur des territoires où se fait l'industrie. Donc, monsieur le maire, vous avez donc un joli petit bout de programme. Nous, on est prêt à mettre une partie de la feuille de route Navires et ports zéro émission, qui est le programme national. On est prêt à mettre une partie à Saint-Malo, puisque le sujet, ça se fait dans les territoires. Tout ne se fera pas dans un seul lieu. Donc, la proposition est faite et partagée aussi dans ce que vous disiez. Alors, il y a eu plusieurs éléments qui reprennent aussi en sujet. Donc, je vais rester peut-être sur la partie nouvelle ligne. On a parlé donc des nouvelles opportunités, des nouvelles occasions de création d'industrie à partir des territoires. Je vais rester un peu sur la partie portuaire. Comment la manutention portuaire voit cela ? Avec l'arrivée, on le dit de plus en plus, ça a été évoqué, le cabotage à la voile. Monsieur le vice-président, vous avez parlé aussi de l'Interland, en fait, qui est clé. La coordination entre ce qui se passe dans un territoire et les lignes qui passent au large de ce territoire, est-ce qu'elles continuent à passer au large ou est-ce qu'on les fait venir avec une capacité à relier l'Interland et ces lignes-là ? L'arrivée de ces nouvelles technologies, comment la manutention le voit ? Oui, merci Emmanuel Marie, merci de nous avoir invités à participer à cette table ronde. Un petit tour en arrière pour reprendre les différentes crises que l'on vient de traverser. Début 2020, les ports étaient morts, grande grève, difficultés sociales. Je ne vais pas passer du temps là-dessus, mais simplement pour dire que l'effet sur la transition éco-énergétique, il a été assez simple. C'est quand les ports français ne fonctionnent pas, les trafics vont à l'étranger et reviennent par la route. Donc l'empreinte carbone, elle est tout à fait mesurable. Aussi, quand on ralentit la vitesse pour respecter une norme internationale, en fait, ce qui était par bateau passe par la route. Donc, au final, ça démontre qu'une chaîne logistique, ça trouve toujours le bon chemin. De toute façon, c'est un fluide qui, de toute façon, trouvera le chemin le plus facile. Ensuite, la crise sanitaire, pour autant, nous a démontré notre capacité de résilience. Capacité de résilience de nos infrastructures qui sont aujourd'hui stratégiques. La Bretagne a la chance d'avoir un tissu de connexion avec son Interland qui est extrêmement diffusé. Extrêmement complet avec des industries, qu'elles soient maritimes ou plus territoriales, implantées sur ces différents pôles que sont les ports maritimes. Ça permet de voir ce maillon, et pour ne pas rester dans le prisme uniquement manutention portuaire, le maillon portuaire comme une interface, effectivement. Une interface vers l'Interland, une capacité à offrir du territoire et du développement industriel, de pouvoir importer en quantité importante la matière première nécessaire à l'industrie. Ensuite, c'est aussi un outil de projection, aujourd'hui de projection de puissance, quand on parle effectivement du polder de Brest, qui est une structure, une infrastructure qui permet de préparer les implantations de l'éolien offshore. Alors sans venir là aussi sur les difficultés qu'on peut rencontrer sur les champs bretons, pour autant, on voit là qu'on a du foncier qui est nécessaire aujourd'hui pour accompagner et générer cette transition éco-énergétique. Demain, ce foncier disponible devra aussi trouver une vocation. Une fois que les champs seront plantés, on aura là du foncier qui sera disponible pour offrir de la place aux nouvelles technologies, aux différents centres de recherche, aux différents centres de développement. Et donc ça, c'est très très important. Ensuite, le port est aussi une interface qui accueille évidemment des navires. La question aujourd'hui essentielle pour nous, à mon sens, c'est l'électrification à quai des navires qu'il faut adresser. C'est évidemment pas évident quand on a une ville flottante comme un ferry ou un bateau de croisière qui vient à quai. Il faut trouver la capacité effectivement à répondre à ce besoin, mais c'est une réponse aujourd'hui que l'on peut ou que l'on doit apporter en termes d'infrastructure pour cette transition éco-énergétique. L'autre point derrière, c'est effectivement le short sea shipping. Le cabotage aujourd'hui permet de faire venir des marchandises sur nos ports et utiliser ce volet multimodal. En Bretagne, on a un maillage ferroviaire. On parlait tout à l'heure, effectivement, la région a bien pris conscience de ce besoin de développer ce moyen multimodal, d'alimenter l'Interland au travers de tous ces réseaux ferrés qu'on a oubliés. La stratégie nationale ferroviaire appuie sur ce point. Et il y a une volonté, effectivement, politique aujourd'hui de développer cette capacité. Autre maillon, puisqu'on n'a pas de fleuves qui peuvent, effectivement, nervurer l'ensemble du territoire, c'est d'utiliser nos ports comme des portes d'entrée pour du cabotage, pour ainsi répondre à un besoin, la distance qui va bien, pour réduire l'empreinte carbone qui, par ailleurs, effectivement, est réalisée par le transport routier.
Ensuite, pour pouvoir développer effectivement toutes ces activités demain, activités industrielles, il faut une vision, il faut une constance. On en a parlé effectivement de la réglementation qui change, qui vire de bord trop régulièrement. C'est une incapacité à pouvoir développer une activité. Quand on a une vision politique, on parlait tout à l'heure de la vision qu'a eu Lorient à une époque, de se dire « je ne sais pas quoi faire de cette friche industrielle, la ville est en difficulté, que va-t-on faire de l'ancienne base sous-marine ?» Aujourd'hui, c'est le pôle de compétition et de compétitivité de course au large, identifié par le monde entier. Les skippers de l'étranger veulent venir à Lorient parce que c'est là que ça se passe. Il a fallu une idée, une volonté politique et de suivre une constance dans ce domaine-là. Et ensuite, autre difficulté à laquelle on peut être confronté aujourd'hui, nous Bretons, face effectivement à la politique britannique de développer ces ports francs, l'opération qui est en train de se mener par les Britanniques consiste à aller siphonner les industriels qui souhaitent investir dans les ports français en leur offrant des capacités effectivement bien plus importantes avec des avantages qu'on ne peut pas offrir aujourd'hui. Il faut adresser ce sujet de façon très réaliste pour que demain, nos industries qu'on aurait pu capter ne choisissent pas un autre chemin. Et c'est là aussi où il faut une vraie prise de conscience pour pouvoir développer cette vision. Je ne reviendrai pas sur le réseau RTET qui est effectivement une ineptie de la définition du réseau. Les Français ont probablement fait une erreur à un moment en n'étant pas suffisamment investis pour pouvoir nous inscrire là-dessus. Aujourd'hui, il n'est pas trop tard et il est grand temps, face à Fit for 55, effectivement, de développer ce genre de choses. Merci. Merci Ronan. Mais je me tourne vers Jean-Marc. Parce que Brittany Ferries, l'aventure, elle commence dans notre belle terre bretonne. Et Brittany Ferries est un acteur qui a contribué au développement de plusieurs ports avec plusieurs lignes. Donc comment vous voyez ça aussi ? Souvent on parle des grands ports, alors ils sont très importants aussi, hein, les grands ports maritimes, mais ces ports déconcentrés, ces ports plus petits, en fait, ont cette richesse aussi de chaque territoire, une empreinte qui a une valeur ajoutée. Et donc comment on voit ça aussi d'un point de vue d'armateur pour se dire, allez, on développe des lignes, on développe les territoires derrière, et après on fait écho aux pouvoirs publics qui ont besoin de développer de l'emploi, de l'économie. En fait, j'ai eu l'occasion de m'exprimer assez régulièrement là-dessus, notamment lorsque je témoigne ou que je suis interrogé aux Assises de la mer. On se pose tous en France la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas des ports aussi grands qu'à Rotterdam, qu'à Amsterdam. C'est simplement parce que notre façade maritime est beaucoup plus longue. Et que vous n'arriverez pas à mettre d'accord à Marseille pour dire que tout le trafic de containers doit aller au Havre et l'inverse non plus. Donc il n'y aura pas de massification. Mais quand je disais acceptabilité sociale, c'est peut-être mieux. Et si on fait ça à l'échelle de la Bretagne, c'est encore pire si on veut. C'est-à-dire que notre division, qui est fabriquée par notre maillage, enfin notre façade maritime et nos maillages portuaires, fait qu'en effet, on aura du mal sans doute à organiser une massification, ou alors il faudrait interdire que le port de Roscoff ne reçoive plus de bateaux à passagers venant d'Angleterre et que c'est obligatoirement Saint-Malo. Là, il y a une massification. Mais est-ce que c'est sociétalement acceptable ? Non. Et même, est-ce qu'on a intérêt à cette massification ? Je pense que non plus. En tout cas, moi, en tant que citoyen breton. Donc, c'est assez embêtant parce que quand on dit ça, ça veut dire que notre évolution portuaire pour apporter aux usagers, donc les armateurs, les nouvelles technologies, vraisemblablement va être plus coûteuse. Parce qu'il va falloir la faire malgré tout partout, mais avec un usage qui sera moins de fréquence, donc quelque part une rentabilité portuaire pour les propriétaires, les gestionnaires de ports, qui vraisemblablement sera moindre. Donc je ne suis pas, et je l'ai déjà dit ça aussi souvent, et je pense qu'il y a beaucoup de Bretons qui posent comme moi, même à la région, je ne suis pas un fada des grandes infrastructures inventées potentiellement sur papier en disant dans le futur, avec cette infrastructure, on aura l'usage. C'est pas sûr, du tout. Donc, c'est vrai que c'est assez embêtant de pouvoir grandir par étapes, mais finalement, c'est l'histoire de Brittany Ferries et c'est l'histoire du transmanche breton qui a démarré, certes, à Roscoff avec un bateau par jour, et puis on sait ce que c'est qu'aujourd'hui. Je ne vais pas décrire ce que Brittany Ferries est. Mais toujours est-il que, oui, c'est monté par étapes, crescendo, et à un moment, il a fallu, et ce n'était pas moi, je ne fais que répéter l'histoire, en effet, dans cette croissance que les régions, et la région Bretagne en premier, avec à l'époque un président qui s'appelait Raymond Marcelin, donc ça fait un
petit peu de temps, hein, Gilles, se sont portés candidats à ce que disait tout à l'heure Daniel, être co-investisseurs dans la flotte. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait, puisque évidemment, ce que j'ai dit tout à l'heure, le remplaçant du navire Bretagne qui dessert aujourd'hui, durant la haute saison, le port de Saint-Malo en venant de Portsmouth, il a été co-investi, aujourd'hui sous forme de leasing, mais le projet, c'est que lorsque nous aurons la capacité de lever l'option d'achat, ça se fasse dans le cadre de ce partenariat public-privé. Donc cette croissance, je dirais, à petits pas pour finalement devenir le premier armateur employeur de marins français. Et c'est là que je fais un petit focus. Oui, il y a en effet, et Ronan a raison de le souligner, mais je sais que chez EDIS, on le pense aussi, à la région Bretagne aussi, il y a en effet, très vraisemblablement, post-Brexit et post-Covid, une vraie croissance potentielle industrielle dans nos ports avec le cabotage. Sauf que, et j'aurais bien voulu que le ministre Djebari soit là pour l'entendre, mais si vous le rencontrez, vous le répéterez, mais il le sait et j'aurai l'occasion de lui dire. La mission que le président de la République lui a confiée aux assises de l'économie de la mer à Nice, que durant la présidence française de l'Union européenne, qu'il travaille sur le dumping social au sein de l'Union européenne dans les transports. Aujourd'hui, les aériens européens sont protégés par l'espace aérien européen. Les transporteurs routiers français sont protégés par l'espace routier européen. Et après, il y a des accords sur, les travailleurs détachés. Dans le shipping, il n'y a rien de tout ça. Si demain, EDI se met d'accord avec un armateur chinois qui bat pavillon Bahamas et des marins philippins ensemble de sa flotte, il peut faire du Portsmouth-Saint-Malo, il n'y a aucun problème. Et là, Brittany Ferries disparaît. C'est aussi clair que ça. C'est d'ailleurs le cas. On a un armateur qui s'appelle Irish Ferries. Il n'a de nom que irlandais et son patron est irlandais. Ces bateaux, il n'y a aucun flag irlandais et il n'y a aucun marin européen sur la flotte. Donc c'est ça aussi. Et donc, quelque part, attention, parce qu'en effet, ces élans potentiels de développement dans le cabotage post-Covid, parce que si on parle, pourquoi je dis ça? Parce que si on parle de réindustrialisation ici, vous pensez bien qu'en Espagne, au Portugal, en Angleterre, tu l'as dit, avec les ports francs, ils y pensent également. Autrement dit, la souveraineté sur tout ce qu'on a besoin pour vivre, pour faire vivre nos industries, pourquoi ne pas le produire plutôt chez nous que de faire venir, même si mon ami Rodolphe Saadé même répond en disant ça, pour les faire venir par porte-container d'Asie. Oui, on a au moins une intelligence aussi capable, on a autant de capacité à fabriquer des machines, de la technologie, de la numérisation, et puis potentiellement l'énergie, on en a parlé. Donc oui, il faut le faire. Mais si ensuite on doit acheminer dans l'Europe ces marchandises par cabotage, par bateau, ça tombe bien, il y a suffisamment d'eau, ce serait peut-être intelligent qu'on se prépare à dire, et pourquoi ce ne seraient pas des marins européens plus tôt? Or aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Donc, attention, parce que là aussi, acceptabilité sociale. On voit très bien qu'à certains moments, ça commence quand même à être tendu. Et on voit, je prends le port de Marseille, il est très loin de chez nous. Aujourd'hui, l'augmentation de la fréquence de bateaux de croisière qui viennent avec des salariés, il n'y a aucun Français sur les bateaux, c'est niette. On n'en veut plus. Barcelone, pareil. Donc voilà, je pense que, et n'oublions pas, et c'est vrai, comme tu l'as dit, le port de Saint-Malo, en plus là, on est carrément raccroché à la ville, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que quelque part, c'est plutôt au bénéfice de, l'harmonie de vivre à Saint-Malo, plutôt que à la destruction de cette harmonie que l'on doit travailler aussi dans cette réindustrialisation potentielle. Merci Jean-Marc. Alors Olivier, justement, par rapport à ce que vient de dire Jean-Marc et ce que disait Ronan sur ces ports francs face aux ports britanniques, sachant que les Britanniques ont écrit dès 2018 un papier sur la renaissance industrielle UK qui est assez fabuleux. Et tout est dedans. Ils ont exprimé leur vision. Donc quels sont un peu ces risques vus d'EDIS et quels sont donc peut-être ces nouveaux marchés à regarder du point de vue d'EDIS, sans trahir de confidentialité s'il y a des projets en cours, mais qu'est-ce qui pourrait émerger justement dans ces occasions? Quelles sont les occasions à saisir, les marchés, et dans cette idée de pôle d'excellence? On met quoi dedans comme industrie? Je ne vais pas paraphraser ce qui a déjà été dit. Opportunité cabotage, je suis d'accord effectivement sur la transition énergétique. Ce sont des contraintes, ce sont aussi des opportunités. Moi, si je me
enfin si je me positionne, je suis donc concessionnaire. Donc en tant que concessionnaire, on parle de la gestion du foncier, par exemple. À un moment donné, moi, mon idéal serait d'imaginer qu'on puisse, notamment, parce qu'avant d'arriver à l'hydrogène, on l'a vu, mais alors ça sera quand même plus simple sur les petites unités, il y aura du chemin. Mais dans l'idée du laboratoire dont je parlais, j'adorerais que sur le foncier du port de Saint-Malo, tout le monde puisse se mettre d'accord pour qu'on puisse, par exemple, avoir un électrolyseur vert, producteur d'hydrogène vert, et ensuite, pourquoi ne pas devenir un port qui serait une sorte de laboratoire où on aurait notre propre grid, notre propre système, j'allais dire, d'alimentation énergétique autoproduite, qui permet peut-être à l'arrivée de résoudre les problématiques aussi d'électrification des quais, etc., etc. Mais tout ça, vous l'avez bien compris, un concessionnaire ne peut pas le faire seul. On a le droit d'avoir une vision. Malheureusement, on n'a pas les moyens. Voilà. Un armateur, il a beau acheter son navire bas carbone, s'il arrive et qu'il ne peut pas se faire avitailler ou que ne serait-ce que de se faire brancher, comme vous le disiez en arrivant au quai, il a un problème aussi. Une région, et Dieu sait si la région Bretagne est j'allais dire, allante et en avance sur toutes ces questions de l'économie de la mer, elle ne pourra pas tout faire seule non plus. Et là, pardon, vous allez me trouver monomaniaque, mais moi, quand j'ai une idée, j'essaie de m'y tenir. Je crois vraiment que l'avenir du port de Saint-Malo, en tant que laboratoire, alors vous avez raison, il y a cette interface ville-port qui est importante, l'acceptabilité sociale aussi. Le problème de ce que vous disiez sur Rotterdam et compagnie, c'est qu'ils ont des hinterlands où ils font ce qu'ils veulent. Nous, on ne fera jamais ça, on ne va pas se mentir, c'est terminé. Je veux dire, on ne peut pas pousser 10 mètres de zone industrielle sans lever 20 années de procédure. Donc ça ne marchera pas. Donc il faut réfléchir les choses différemment. Et donc votre question, elle est à géométrie variable. Si on parle d'un grand port, je pense qu'il faut réfléchir autrement. Il faut peut-être réfléchir à cette problématique des ports francs qui vont venir faire effectivement de la concurrence. Si on parle d'un port comme celui de Saint-Malo, je crois vraiment qu'on tient dans l'écosystème portuaire français le phare, j'allais dire, qui pourrait permettre de déclencher tout ça. Donc je reviens à mon idée de laboratoire ici. Merci beaucoup Olivier. Alors on va faire quelques kilomètres vers Concarneau. Mais voilà, nous parlions donc, Jean-Marc a introduit sur ce sujet de technologie. Alors on va peut-être donc revenir sur ces technologies, mais on parlait de territoire. Piriou incarne aussi cette excellence d'un territoire, ces innovations, ces décennies, cette histoire familiale aussi, qui a su maintenir son activité, la développer, et qui est aujourd'hui en train de la transformer aussi du fait de la transition énergétique, que ce soit sur la production, aussi avec le numérique qui arrive, l'usine 4.0, le chantier 4.0, le chantier vert, tout ce qui arrive, etc. Et qui doit aussi répondre à des nouvelles commandes. Il y en a une toute récente, on a parlé d'hydrogène, donc on va rester sur l'hydrogène. Mais voilà, donc comment vous, en tant que président d'un chantier naval historique et phare en France, vous voyez justement ce débat entre l'innovation, l'armateur, le financement de l'innovation, parce que vous êtes un peu au cœur de ça. Oui, alors c'est vrai que Piriou est aussi ancré dans le territoire. Alors, monsieur le maire, on a aussi nos remparts à Concarneau. Ils sont un peu plus petits que ceux de Saint-Malo, mais c'est sympa aussi. Et le port aussi est un petit peu plus petit, donc on a les mêmes difficultés de cohabitation. Moi, je voudrais d'abord, pour commencer, revenir un peu sur les premiers propos de Jean-Marc Rouet sur la maturité technique, en fait. Alors, effectivement, sur les navires dont dispose la Brittany Ferries, un certain nombre de choses ne sont pas encore possibles. En revanche, sur des plus petits navires, aujourd'hui, sur des navires de moins de 20 mètres, on voit qu'il y a des solutions techniques innovantes et décarbonées qui se mettent en place, et ça fonctionne plutôt bien. Et nous, chez Piriou, on construit des bateaux de 20 à 110 mètres, et je pense qu'il est venu, le temps est venu pour que sur cette gamme de navires aussi, on réfléchisse dans ce sens. Alors pour nous, Chantier Piriou, on a toujours bâti notre développement sur la diversification géographique, on en parlera peut-être après, mais surtout une diversification produit. Et on a travaillé quasiment exclusivement pendant 25 ans sur la pêche. Et puis ensuite, on a fait des remorqueurs, des bateaux à passagers, puis des bateaux militaires. On a construit un yacht, etc. On pense chez Piriou que la nouvelle évolution, qui est peut-être d'ailleurs une révolution, c'est la décarbonisation de la propulsion. Et on y travaille beaucoup. Et on pense que la Bretagne, puisqu'aujourd'hui on est quand même ici en Bretagne, a vraiment toutes ses cartes à jouer dans ce domaine. Plusieurs écosystèmes, plusieurs filières cohabitent
aujourd'hui en Bretagne, on l'a dit, il y a des chantiers navals, il y en a un certain nombre, mais il y a aussi toute la filière course large qui apporte au travers de ses architectes, au travers de ses routeurs, de ses chantiers, etc. aussi, des nouvelles compétences. On a également des infrastructures portuaires qui sont évidemment adaptées. Et on a, et ça c'est le plus important, des armateurs qui portent des projets aujourd'hui de navires décarbonés. Donc nous, chez Périot, on souhaite vraiment pouvoir s'y investir, et c'est ce qu'on va faire, et on espère dans les semaines ou les mois qui viennent pouvoir montrer que la décarbonisation des navires est possible. Oui, mais merci Vincent. Et dans cette transformation, comment vous faites le lien aussi avec cette exigence internationale et tout l'accompagnement d'entreprises aussi à l'export et tout le développement de vos chantiers à l'export comme un facteur d'attractivité pour le territoire breton? Alors moi j'ai pour habitude de dire que chez Périot on a des racines et des ailes. En fait on est vraiment ancré à Concarneau en Bretagne Sud, mais on a aussi des ailes. On a accompagné nos clients à l'étranger et du coup on s'y est développé. Et donc tout l'enjeu du groupe aujourd'hui c'est de continuer son développement y compris à l'étranger tout en gardant le maximum de compétences et de nos activités en Bretagne. Alors certains peuvent nous reprocher d'avoir ouvert des chantiers en Asie. Soit. Ce que je constate moi, c'est que depuis 15 ans qu'on a commencé à exporter notre savoir-faire, en fait, notre capacité de production et nos salariés en Bretagne ont été multipliés par 2. Et à l'inverse, les gens qui n'ont pas fait ce choix-là, ils ont quasiment disparu. Donc entre multiplier par 2 ces capacités en Bretagne ou les perdre totalement, mon choix, il est vite fait. Donc on a nous, cet enjeu de continuer notre développement. Alors, ce qui est important dans nos métiers, c'est de garder le savoir-faire. Ce qu'on a gardé absolument en Bretagne, c'est nos capacités d'études, parce que ça passe énormément par là. Donc tous nos bureaux d'études, de conception et de projet sont basés à Concarneau, et ça nous permet de garder à la main, de permettre de faire travailler des équipementiers, des sous-traitants. Enfin, on garde tout ce réseau parce que c'est très important qu'on puisse continuer à le faire vivre pour garder nos compétences en Bretagne. Donc oui, on surfe sur un schéma qui mixte des activités en Bretagne et aussi des activités à l'étranger, mais je pense que c'est pour le bien finalement de la région. Oui, et ce qu'expliquait aussi monsieur de LMG Marin, c'est qu'il y a des compétences et des choses que nous n'avons pas dans notre pays. Donc à partir du moment où on arrive à s'exporter, on fait aussi la lumière sur ce que l'on est en capacité de faire. Et justement, vous soulignez un des points qui a été évoqué première table ronde et aussi là sur le fait de chasser en meute et du collectif. Vous parlez de tout votre tissu de sous-traitants, d'équipementiers. Comment vous mesurez un peu la maturité? Alors, il y a des nouveaux sous-traitants qui arrivent avec toutes ces nouvelles TPE, PME basées sur de l'innovation, avec des nouvelles technologies. Mais il y a aussi toutes les anciennes qui sont solidement ancrées, qui font des équipements aussi réputés depuis longtemps, mais qui doivent se transformer. Comment vous voyez un peu cette transformation qui doit être collective? On doit synchroniser vraiment l'émergence des innovations, mais aussi le savoir-faire qui doit évoluer. Et comment on fait ça? Parce que le chantier est l'intégrateur, au final, de toutes ces compétences historiques et nouvelles. Oui, c'est une vraie question. On a un certain nombre de sous-traitants, fournisseurs qui nous accompagnent. D'abord, la première chose, c'est que quand on investit ailleurs, on demande à notre réseau et notre schéma, nos partenaires en fait, de nous accompagner. Donc ça, c'est le premier sujet. Et pour le reste, encore une fois, la clé, c'est garder ici la capacité technologique et de conception. Et donc on travaille beaucoup avec nos fournisseurs sur l'évolution de leurs produits. Et ce qui nous importe, c'est qu'au moins ce sujet-là soit conservé sur le territoire, parce que c'est la clé pour que demain, on garde notre souveraineté et la capacité industrielle en Bretagne. Merci, mais ça fait penser, c'est pas parce qu'on a exporté les oignons roses qu'ils en ont produit de l'autre côté. Ils sont meilleurs chez nous. Donc, oui, mais voilà. Et on exporte notre savoir-faire, notre excellence. Alors sur cette meute, Alain Terpan. Alors Alain, quelque part, vous avez eu des compliments puisque tout le monde dit qu'on arrive à bien financer l'innovation dans notre pays et dans notre territoire de Bretagne. Donc déjà, c'est plutôt bien de commencer comme ça. Mais pour revenir aussi sur cette partie d'export qui est clé, donc BDI a un peu cette interface. Donc à la fois le fait de jouer en meute,
avec un territoire qui est multiple, quand même. Donc il y a un bel esprit collectif breton. Les autres régions nous en parlent beaucoup, au cluster, on l'entend beaucoup. La Bretagne, ils savent être en équipe, ils savent communiquer, etc. Mais il y a quand même un peu aussi donc ce besoin de s'allier, ce que disait aussi Jean-Marc, ce qui n'est pas toujours évident, et de l'autre côté, d'être l'interface pour ce savoir-faire étranger qui vient aussi toquer à la porte en Bretagne en disant comment on peut développer les EMR, la propulsion par le vent, le numérique, toutes les filières qui ont été évoquées. Oui, il y a énormément de choses qui ont été dites déjà par cette table ronde et par la précédente. Je vais esquiver un peu le compliment par rapport au financement, puisqu'on est une simple courroie de transmission, et je vais me tourner vers Daniel Coef, qui représente la région et qui, elle, finance, est un opérateur, pas un opérateur, mais est un financeur. Nous ne sommes qu'un opérateur. Et j'aimerais reprendre un certain nombre de points qui ont été abordés ici. Le point des usages. Et c'est vrai qu'on parlait de la poule et de l'œuf à la précédente table ronde. J'entendais Jean-Marc Rouet qui disait « c'est sympa, moi j'ai l'usage, mais il n'y a rien derrière. Je ne saurais pas quoi en faire, quand bien même je serais capable de me payer un bateau hydrogène. Je ne pourrais pas le faire fonctionner. » Je pense qu'il faut regarder l'ensemble des usages portuaires, évidemment, et il y a aussi des usages en dehors du port qu'il faut considérer. Et là, c'est là où déjà on doit jouer collectif entre l'agglomération, le port, pour déjà mutualiser un certain nombre d'usages, bennes à ordures ménagères, des poids lourds pour la logistique, des bus qui vont aller compléter peut-être des équipements de manutention, et puis après l'alimentation, je parle de l'hydrogène par exemple, de prise de quai et des bateaux eux-mêmes. Donc il y a vraiment un vrai enjeu de jouer collectif au niveau des ports. L'autre sujet qui a été abordé, c'était le sujet des coûts. Les coûts, c'est fortement lié à l'innovation. Il a été question d'énergie marine avec Jean-Marc Rouet juste avant. Je rappelle que les premiers appels d'offres qui ont été attribués en 2012 ont été attribués à 200 € du mégawattheure. Dunkerque, je crois que c'était il y a 2-3 ans, je crois que c'est 2019, 43 €, autour de 45 € du mégawattheure. On a divisé ça par 5. Alors, c'est-à-dire, ce qui me rend relativement optimiste, surtout qu'en plus, la lame de fond qui est en train de lancer des recherches sur comment faire décroître le prix de la production de l'hydrogène, elle est encore plus importante que sur les énergies marines. Là, on a absolument tout le monde. On a les airs liquides, les énergéticiens, tous les acteurs voient, parlent et investissent massivement actuellement dans l'hydrogène. Donc on peut être relativement optimiste sur le fait qu'on va bientôt atteindre le prix cible qui est de 1 ou 2 kilos, 1 ou 2 € du kilo d'hydrogène à la pompe. Alors ça va engager l'innovation, forcément. Et alors là, l'innovation, elle va se faire... Elle va se faire parfois toute seule, parfois il va falloir l'accompagner. Là, c'est vraiment, on est dans le cœur d'une des compétences de la région. Et si je prends l'exemple toujours des énergies marines et de ce qui se passe actuellement sur les polders de Brest, les Espagnols du polder de Brest, ils ne vont pas aller naturellement chercher des Français. Eux, le plus simple, c'est d'aller à Féné, en Galice, et d'aller chercher leurs propres sous-traitants. Il va falloir les mettre devant les yeux, leur dire vous faites un maximum de choses localement. Alors, vous avez un engagement de 250 ETP sur les 2 années de construction des fondations pour le champ en baie de Saint-Brieuc, avec un peu d'effort, un peu de persévérance. Eh ben, on arrive progressivement à 500 ETP et à avoir une usine de mât qui est potentiellement pérenne. Et puis, ce faisant, on a des sous-traitants sur le port de Brest qui étaient, sans leur faire injure, qui étaient un peu... C'était pas du bricolage, enfin, c'était pas un outil industriel vraiment fort. Ils ont profité de cette opportunité pour se structurer avec les soutiens publics, régions, mais pas que, pour devenir des vraies unités industrielles au niveau de performance et de qualité qui est exigé par ces champs EMR. Ce qui amène aussi le sujet des compétences, mais là je ne parle pas de la compétence régionale, même si jamais c'en est une, mais de la formation, où quand on discute on discutait en délégation régionale aussi avec Laurent Castin, qui est le président des chantiers de l'Atlantique, le directeur général, et il nous disait que dans ces chaudronniers et ces soudeurs, il n'y a que 15 ou 20% qui ont le bon niveau de qualité pour aller travailler sur ces marchés qui sont autrement plus exigeants.
Et d'une manière générale, donc je disais que l'innovation, ça se fait pas tout seul. Et là, il y a la connexion avec les donneurs d'ordre, il faut l'organiser, et c'est bien le rôle de la région que d'organiser ce lien entre sous-traitance d'une part et les grands donneurs d'ordre, sachant que un Siemens, un Areva à l'époque, c'est loin pour une petite entreprise bretonne. Il faut bien caractériser les besoins, donner le bon timing, parce qu'il y a eu beaucoup de faux effets d'annonce. Ça a été long, très long, ça a été rappelé. Donc, ils ont commencé à investir, ces PME bretonnes. Et puis après, on leur a dit, non, c'est pas pour tout de suite, c'est pour dans 2 ans, 3 ans, et puis il y a des recours. Donc, il faut bien les aider à être bien positionnés, avec le bon niveau de certification, au bon moment, et faire le lien vers ces sous-traitants, vers ces grands donneurs d'ordre. Vincent, pour réagir aux propos d'Alain, Pierre You a lancé différentes formations. Il y en a pour la main-d'œuvre qualifiée aussi, pour les ouvriers, pour passer cadre aussi. Donc vous avez cette double dimension de maintien du savoir-faire, l'arrivée des nouvelles compétences et aussi la montée en puissance pour prendre le relais dans la direction de l'entreprise. Oui, tout à fait. On a vraiment la volonté de développer, d'une part, mais surtout de transmettre. Ça, c'est pour nous un sujet majeur. Et donc, je viendrai un peu sur ce qu'on a mis en place après, mais ce que je voudrais dire, c'est, vous parliez tout à l'heure des verrous qui sont des freins aujourd'hui au développement industriel. Moi, je pense qu'on a fait depuis quasiment 40 ans de l'industrie bashing, en fait. Moi, je me souviens, depuis tout petit, je suis mécanicien, et depuis tout petit, j'ai voulu faire de la mécanique. Et puis chez moi, c'était une catastrophe. Allons vers le service, alors, tu seras quand même pas mécanicien. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été véhiculé. L'industrie a eu une mauvaise image pendant 20, 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, le vrai verrou, pour nous, industriels, c'est d'attirer les talents. Parce que nous, on fait ce qu'on peut. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est beaucoup de formation. On a de l'apprentissage, on a de l'alternance. On a plus de 10% de nos effectifs qui sont des alternants. On forme aussi les dirigeants de demain avec un master peer review qu'on a mis en place pour former des quadras à la direction de l'entreprise. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut faire. En revanche, il faut qu'on arrive à améliorer l'image de l'industrie. Alors on y travaille, en particulier on participe avec Naval Group ou les chantiers d'Atlantique au CINAV à Brest, mais on a vraiment un travail de fond à faire pour que l'industrie soit reconnue en tant que telle. On fait des belles carrières, je pense que on peut faire des belles carrières avec des salaires tout à fait corrects. Les conditions de travail ont évolué énormément. Et donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à valoriser l'industrie d'une manière profonde, parce que sinon, il y a des gens qui ont des projets, il y a des techniques, il y a du financement, il y a des chantiers, mais s'il n'y a personne pour y travailler, ça va être compliqué. Donc je pense que ça, c'est vraiment un verrou fondamental dans notre développement, nous, dans le domaine maritime, mais plus généralement pour réindustrialiser la France. Alors nous, effectivement, on a des compétences qu'on doit transmettre, donc on travaille beaucoup sur le compagnonnage. Quand je dis qu'on a des racines et des ailes, en fait, notre développement international n'a pu se faire que parce qu'on avait des ouvriers, des techniciens basés à Concarneau qu'on envoyait pour former le personnel. Et ça, c'est dans la culture de l'entreprise et on veut vraiment la développer énormément. Merci Vincent. Sur ces compétences, je vais me tourner vers Ronan, de nouveau revenir à Ronan, parce que la manutention portuaire est engagée dans une transformation, c'est avec une feuille de route qui est en cours d'écriture sur la transition énergétique. Donc ça amène à un changement aussi de vision sur les matériels, les façons de faire, avec un accompagnement de l'humain qui est prévu dans un programme C2E qui va peut-être voir le jour. Et alors, il y a une photo, je ne sais pas si on peut la mettre quelques instants, que tu avais transmise. Ensemble, redonnons sa place à l'espace portuaire français. Et je trouve que la photo est très intéressante parce que on n'a pas du tout cette image-là. Là, on a une image d'industrie 4.0, de révolution industrielle, avec un port, etc. Donc, faire rêver aussi les jeunes générations, accompagner les anciennes générations dans la manutention portuaire. Comment ce progrès technologique transforme aussi le métier de manutentionnaire. Et bon, on est en Bretagne, Maritime Kuhn, quand même, c'est un grand groupe de rang mondial qui dispose de plusieurs terminaux. Donc on a aussi, là encore, une image d'une entreprise familiale qui s'est étendue en France et à l'étranger.
Les grands opérateurs de manutention portuaire bretons que nous avions, eh bien, on a Bolloré qui a maintenant concentré ses activités essentiellement en Afrique, mais qui jusqu'à présent était implanté en France, et effectivement Maritime Kuhn basé sur Brest. Alors sur la transition effectivement éco-énergétique, bien évidemment, l'UNIM est membre de la coalition et vise à s'inscrire dans toutes les évolutions futures, sur la consommation d'énergie, sur l'évolution des technologies, passer à plus d'électrique encore, et effectivement face, alors plus à l'échelle nationale, et là on parle de terminaux à containers, mais face au gigantisme des navires, nécessairement le sol humain ne peut plus opérer pour décharger en temps voulu ce genre de navire. L'accompagnement technologique est évidemment au cœur du processus d'évolution de savoir et de connaissance des personnels. Et demain, on s'oriente de toute façon tranquillement vers une automatisation, complète ou pas. Quoi qu'il en soit, cette dynamique est en marche. Ça ne veut pas dire de la perte d'emploi, ça ne veut pas dire de la disparition de l'homme dans la boucle, mais bien évidemment de l'évolution de compétences. On est sorti effectivement de la manutention de grand-papa avec les sacs de 200 kg sur le dos, et demain effectivement on est sur la nécessité de manager des systèmes d'information sur des terminaux intégrés avec tout un tas de systèmes qui discutent les uns avec les autres, qui communiquent et qui permettent bien évidemment une réduction de l'empreinte carbone au final. Merci, parce que c'est ce beau message. Souvent, on a tendance à croire que la technologie, c'est la perte d'emploi, alors que non, c'est la diversification dont parlait Vincent également. Alain, pour conclure un peu cette table ronde, on a peut-être une question. Je ne sais pas si on aura le temps. Victorien, tu ne nous en voudras pas si on prend 2 minutes de plus. Donc, sur cette diversification, l'émergence des nouvelles filières accompagnées, donc le fait aussi que de plus en plus d'acteurs viennent en Bretagne pour développer des activités industrielles, et le fait de se dire, on ferme certaines activités, il faut accepter, mais pour les repositionner sur toutes celles qui vont émerger et celles à venir. J'ai réalisé que je n'avais pas répondu à cette question qui était les questions initiales. J'ai pas voulu le souligner. Mais... Je me suis un petit peu envolé. Sur les nouvelles filières, elles sont multiples. La manière dont on aborde une nouvelle filière quand la région nous confie une nouvelle filière, c'est de disséquer la chaîne de valeur et de voir finalement par rapport à un bateau hydrogène, par rapport à une éolienne en mer, par rapport à un bateau à propulsion vélique, finalement, quelles sont les compétences qui sont engagées, et puis éventuellement faire venir les entreprises qui ont les compétences, mais ne se sont peut-être pas encore emparées de ces relais de croissance vers ces nouveaux métiers. J'ai un exemple très simple. Récemment, on était en Bretagne Sud avec les gens qui fabriquent les bateaux en composite, les multiplastes, CDK, Lorima pour les mâts, SMM et Havel Robotics, c'est un consortium qui travaillait donc sur les grands mâts, mais ils travaillent aussi sur les réservoirs composites, puisqu'on a besoin d'avoir des matériaux très spéciaux pour avoir de la résistance haute pression. 350 à 700 bars, on a besoin d'avoir ces compétences-là. Donc là, on les a mis en consortium et elles sont allées naturellement vers ce genre de projet qui, sur les réservoirs de bateaux, éventuellement les réservoirs stationnaires, va leur apporter un nouveau relais de croissance. Après, une entreprise, ça c'est pour les entreprises bretonnes qui veulent se développer sur d'autres segments, des nouveaux segments liés à ces nouvelles technologies. Après, il y a le faire venir. Une entreprise qui vient en Bretagne, elle vient chercher quoi? Elle vient chercher du foncier, on en a parlé. Alors attention, le foncier, ce n'est pas forcément du foncier boraquais. Le foncier boraquais, il est rare, il est cher, hein, donc il va falloir être très sélectif et essayer de voir finalement comment mieux organiser les différentes industries qui veulent venir et bien les mailler sur le territoire. Elle va aller chercher les compétences, on en a déjà parlé, et elle va chercher du business. La promesse de la Bretagne, en l'espèce, c'est qu'on va transformer une partie de notre marine de pêche, de notre marine de dessert des îles, et derrière, il va y avoir du business, en théorie, qui va rejaillir sur les ports. Donc c'est un peu tous ces éléments, et avec la promesse aussi d'avoir un écosystème construit qui va soutenir, avec une bonne capacité à s'appuyer dessus en termes de sous-traitance, qui va permettre de créer une dynamique de filière. Une fois qu'on a tout ça,
qu'on est sûr de récupérer les gens qui veulent investir, qui dans l'hydrogène, qui dans la propulsion vélique ou même dans les énergies marines, mais on commence à avoir un certain nombre d'arguments, et puis évidemment être structuré entre nous Bretons, mais ça on sait faire. Merci. Alors, est-ce qu'il y a un commentaire, une question dans la salle? Il y en a même deux a priori. Bonjour, Nicolas Bessec, marin et entrepreneur. Monsieur Rouet, vous avez parlé immédiatement d'acceptabilité sociale des ports, notamment dans les villes, et des technologies. Effectivement, je pense que vous avez raison. Aujourd'hui, et je vois, c'est écrit en bas de la slide, l'humain au cœur de la renaissance industrielle. On voit bien que même un réseau comme la IVP dit c'est le citoyen qui doit être au cœur de l'action pour justement faire évoluer les villes portuaires. Avec le collectif Les Vagues dont je fais partie également, on propose une démarche qui s'appelle Ville-Port-Monde pour la ville de Saint-Malo et pour tout son territoire. Donc j'invite vraiment tous les acteurs, EDIS, la région, BDI, à venir rejoindre cette démarche qu'on a déjà engagée depuis 2019, qui est une démarche justement d'espace de dialogue et d'espace de coopération pour que les acteurs se parlent. Tous les acteurs, hein, le monde économique, le monde associatif, les gérants d'infrastructures. Donc vraiment, vous êtes largement invités pour déboucher, parce que finalement, on a tous les atouts pour réussir. Mais finalement, ce qui compte, c'est de pouvoir se parler, échanger efficacement. Et là, le challenge à relever, il est plus là. Il est plus dans comment on va coopérer tous ensemble. Donc nous, on vous invite à participer. On a un rendez-vous pour les entreprises de Saint-Malo le 7 décembre, donc vous êtes bien sûr les bienvenus. En tout cas, la coopération, ça va être la clé de la réussite. Donc bien sûr, l'innovation technologique, c'est très important, mais pour qu'elle soit appliquée réellement et que ça se passe bien pour toutes les parties prenantes, c'est indispensable de pouvoir inventer aussi des nouvelles manières de se parler et de coopérer. Donc avec le collectif Les Vagues, c'est notre conviction, on est prêt à le faire. Et quand on voit l'exemple de ports comme Concarneau, qui sont vraiment des exemples pour la Bretagne, hein, dans un espace portuaire très petit, vous avez un dynamisme et une diversité d'acteurs. On rêve de ça pour le port de Saint-Malo, en tout cas. Donc merci pour ça. Merci pour votre témoignage et votre appel. Madame, vous aviez levé la main? Merci. Non, mais c'est juste pour compléter. Je voulais juste apporter un témoignage pour la photo qui est en haut. En fait, moi, j'ai un ami marin qui l'a vu pendant le coronavirus. Donc, il pouvait déjà plus naviguer. J'ai pas prévenu Jean-Marc que je l'avais mise. Il travaillait plus à la il travaille à la Brittany Ferry. Il fait Portsmouth-Saint-Malo. Donc, il restait chez lui avec ses enfants alors qu'il était toujours marin. Donc, il naviguait plus. Culturellement, tout était fermé et mort. Donc, même quand l'industrie fonctionne, il ne faut pas oublier que la culture et la culture maritime, c'est quand même majeur dans nos vies. Et puis, quand il a vu cette photo, il m'a dit « Non, Marie, je suis au fond du gouffre. » On a vu ça sortir comme ça. Et ce n'est pas du tout contre Jean-Marc Rouet, que je trouve qu'il y a un discours social très intéressant. Mais il ne faut quand même pas repartir comme un 40, je pense, sur une vision industrielle un peu autonome, qui se passerait de savoir comment les gens vivent, même d'un point de vue psychologique, toutes ces mutations-là. Et quand je vois la photo, là, il n'y a pas un seul être humain au-dessus, là, sur le dessin. Donc ça, c'est clairement pas le port de Saint-Malo qu'on voit en haut. Mais en tout cas, il faut peut-être arrêter d'opposer la culture et l'industrie, arrêter d'opposer les normes environnementales et les évolutions. Enfin, je pense qu'il y a un besoin d'ouverture plus important et que combien de personnes dans cette salle ont été inspirées par des auteurs maritimes, par des voyages en mer qu'ils ont fait, par la culture maritime. Donc moi, en tout cas, en tant que citoyen, nous, des ports où c'est l'industrie tout seul, pôle d'excellence et pôle de compétitivité comme dans les années de Gaulle, etc. Enfin, je pense qu'on peut imaginer autre chose, beaucoup plus agile, qui est dans l'effectuation, qui est moins sur des grandes planifications à long terme. C'est j'achète un bateau, puis un deuxième. Et peut-être qu'il faut essayer d'allier un petit peu ces deux, pas repartir dans une vision industrielle la même qu'avant, avec les mêmes erreurs, et peut-être tirer aussi des leçons de ce qu'on n'a pas forcément réussi. Peut-être, enfin voilà, c'est un message d'ouverture que j'envoie. Voilà. Je t'en prie, oui. Alors, cette photo, où nous avons bien entendu donné notre accord pour que Brittany Ferries soit sur le visuel. Donc, ce que vous voyez derrière, c'est le port de Portsmouth. Et donc, bon, c'est
c'est justement le cœur du choix de tous les gens qui ont témoigné ce matin, mais sans doute ceux qui auraient pu le faire à notre place aussi. À certains moments, dans la vie, on doit faire des choix et on sélectionne. Autrement dit, c'est pas parce que je ne pense pas que les voiles ne puissent pas être utiles à la propulsion d'un bateau que chez Brittany Ferries, nous n'avons pas une image d'un bateau avec des voiles rigides potentiellement. C'est simplement, et moi je ne suis pas ingénieur du tout de construction navale, donc c'est plus simple, on me propose et on me dit qu'en fait, sur les structures de nos bateaux à nous qui sont des boîtes à chaussures, j'explique, les flotteurs, ils sont à peu près partout pareils. Hein. Évidemment, ils évoluent en fonction des nouvelles technologies et de la portabilité du flotteur. On y met les moteurs, on y met les stockages de carburant, et puis ensuite on fait une boîte à chaussures, c'est-à-dire 2 niveaux de pont, sur 15 mètres, il n'y a rien. Et on met tout ce qui est lourd en haut. Donc, y rajouter des structures de mât qui tiendraient des voiles, on me dit que c'est très risqué. Personne d'ailleurs sur un bateau à passagers aujourd'hui de ce type-là, ferry, ne s'est risqué. Pour les paquebots, c'est pas du tout la même chose, car la structure du bateau n'est pas la même. Donc voilà une réponse. Et pour le coup, nous avons été sollicités par Regent, qui est une société américaine qui travaille beaucoup sur des nouvelles technologies avec la NASA. Et puis, ma foi, ils sont venus nous voir parce que ce n'est pas parce qu'ils ont envie que nous achetions ce genre de choses. Ils veulent conceptuer leur idée sur le transport de passagers sur une zone de courte mer, si on veut. C'est-à-dire la Manche, elle est longue, mais elle n'est pas large. Donc, ma foi, on a accepté en sachant qu'il y a au Pays Basque français une entreprise française qui est sur le même type de projet. Alors juste, hein, c'est pas nouveau, hein, parce que d'ailleurs ici, Saint-Malo a vu des bateaux rapides qui montaient comme ça sur des foils, les hydrofoils, technologie soviétique à l'époque. Il y en a eu un sur le port de Brest pendant très longtemps là, à pourrir. Et j'ai traversé moi pour aller à Jersey-Guernsey avec ce type de bateau. Et ici, en fait, c'est profiter de quelque chose qui a été dit tout à l'heure. Hein. C'est en fait, suite aux évolutions de l'industrie navale, course à la voile, qu'en fait, les foils, et le foil, j'y connais absolument rien, pourrait aujourd'hui faire bénéficier encore plus la technologie d'effet de sol à ce type de navire, donc qui pourrait être à grande vitesse. Voilà. Donc, on n'exclut pas les nouvelles technologies, on n'exclut pas les gens qui pensent différemment de ce qu'on achète aujourd'hui, mais évidemment, on est obligé de sélectionner. Et pour le coup, celui-là, il a eu une réponse positive. C'est pas nouveau, hein, ça fait au moins 405 ans qu'on travaille avec eux. Voilà. Mais je ne sais pas. Je pense, madame, que je ne serai pas le président. Je serai déjà en retraite le jour où ce type de navire potentiellement serait donc en activité chez Brittany Ferries. Voilà. Mais bon, sachez que ça existe dans les réflexions. Ils ne sont pas seuls. Hein. Il y en a au moins 4. Il y a au moins 4 entreprises européennes et américaines sur ce type d'idées. Merci Jean-Marc. Olivier, j'ai vu que vous avez pris le micro. Vous voulez réagir Pour répondre à madame, puisque vous sembliez imaginer que le concept de pôle d'excellence que j'avais développé n'aurait pas pu évoluer depuis les années 70 ou 60, ce qui n'est pas exactement le cas. D'accord avec vous sur ce que vous dites sur l'acceptabilité sociale. D'ailleurs, j'aime pas ce terme parce que ça sous-entend qu'il faut le faire parce que sinon on ne sera pas accepté. En fait, c'est pas le sujet. Il faut le faire parce qu'il faut le faire. Et quand on gère une infrastructure territoriale, on le fait aussi au service de sa population. D'où l'idée effectivement d'un port qui puisse à un moment donné générer plein d'activités, qui puisse toucher le maximum de gens et donc générer de l'emploi. Et je pense que le monsieur dont vous parlez, peut-être que ce serait psychologiquement moins difficile pour lui d'imaginer qu'on puisse développer des projets qui vont générer de l'emploi sur ce territoire en marge effectivement de cette révolution à venir. Vous connaissez la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est exactement ça. C'était la réponse à la vague de la révolution industrielle numérique qui arrivait. Et ben, je dis qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse la Blue Valley et que la France et Saint-Malo et la Bretagne en particulier ont les atouts pour le faire. Merci Olivier. On va devoir conclure malheureusement. Je partage ce que vous dites sur l'aspect humain. Moi, je vais vous dire, cette photo, une des raisons pour laquelle aussi j'avais demandé à Bailly, parce que dans ma génération, moi, elle me fait rêver. Parce que il y a un article qui est sorti en juin, c'était en mai, en marge de Vivatech, je me souviens, c'est sorti. Et en fait, la France a cette capacité, et on l'a vu aujourd'hui, avec un certain nombre de TPE, de PME, de start-up, d'acteurs du service, d'armateurs, de chantiers, de ports, de pouvoirs publics, etc., dans une situation
qui est celle d'aujourd'hui, où on a fermé beaucoup d'industries. À une époque, moi j'ai aussi été élevé dans le... En fait, il n'y a pas de sujet d'industrie ou d'artisanat, en fait, c'est des services. À une époque, on disait quand même que l'évolution d'une société positive, c'était la tertiarisation, une France magnifique, c'est une France sans usine, etc. Il y a eu aussi toute cette période-là, on en revient, et des projets comme ça, en fait, quelque part, pour moi, il y a l'humain, en fait, qui est capable de se transformer, d'utiliser, comme celle d'en bas, en fait, des savoir-faire ancestraux, comme celle ici chez Pierre You, du soudage, mais aussi on va prendre le meilleur de la technologie au service de l'homme. Et il est clair que si c'est la techno pour la techno, on n'y arrivera pas et on échouera sur le modèle social. Et donc la renaissance industrielle, c'est très certainement cette société qui est capable, dans une période de crise, il y a le Brexit, il y a énormément de difficultés à tous les niveaux, de se dire, en fait, en France, on a la capacité de concevoir, de construire, d'opérer un futur qui va nous apporter de l'emploi, le plus possible quand même en lien avec la protection de notre nature, de la biodiversité, etc. Et c'est ça qui est beau, et je pense que nos intervenants, première table ronde, deuxième table ronde, l'ont bien dit, sur l'être humain au cœur et la culture. Donc ça, à prendre en compte un peu plus dans le retour, sur cette dimension culturelle à mettre en place. L'industrie, à une époque, c'était un sujet d'histoire et de culture. Et là, aujourd'hui, ça va être un sujet du vivant et du devenir et de la transformation. Et je pense que maintenant, on peut à la fois remercier les intervenants et accueillir Victorien, parce que son projet aussi, alors il n'a pas des hélices pour l'instant là-dessus, sur le visuel, pas encore, on verra en février, mais porte ça.